Bonjour et bienvenue dans Tribu. Beaucoup se plaignent de l'état de nos sociétés, de nos démocraties. Certains parlent de crise, d'autres veulent casser le système. Mais pour notre invité du jour, le problème c'est que les médiocres ont pris les commandes de nos sociétés. Il faut penser mou et le montrer, tout ça pour plaire aux oligarques qui nous gouvernent. Bonjour Alain Deneau. Bonjour. Vous êtes directeur de programme au Collège international de philosophie à Paris et auteur de nombreux livres, dont celui qui va particulièrement nous intéresser aujourd'hui, La médiocratie. Alors Alain Deneau, comment expliquer ça? Nous sommes tous des médiocres? Tendanciellement, les pouvoirs institués souhaitent nous voir devenir tels, oui. On parle souvent du nivellement par le bas. Je me suis intéressé au nivellement par le moyen. C'est-à-dire que dans les organisations de pouvoir, évidemment, les grandes entreprises, les ministères, les universités, les structures qui sont soumises au pouvoir financier, politique qui est à son service de plus en plus, on nous amène à se montrer interchangeables. Et cela a une histoire. Depuis le 19e siècle, avec la révolution industrielle, on a pensé à très grande échelle la production. La production au sens du travail manuel d'abord, mais aussi la production au sens du travail symbolique, voire affectif. Et l'enjeu, lorsqu'on est dans une chaîne de montage, on n'a qu'à se rappeler les temps modernes de Charlie Chaplin, est de faire en sorte que les agents dans une telle infrastructure de production soient interchangeables, ne soient plus en situation de pratiquer un métier, mais réalisent une fonction. Mais ce qui m'intéresse avec le kratos de la médiocratie, c'est de voir comment des pouvoirs, d'une manière arbitraire, impose comme une moyenne une lecture des choses, des méthodes, des formats, des protocoles qui relèvent de leurs intérêts et qui se présentent abusivement comme étant moyens. Mais en quoi faire de nous des moyens, c'est avantageux pour ceux qui nous dirigent? Tout simplement parce qu'on s'insère dans des mécanismes de production qui ne supportent pas toute forme de déviance. C'est aussi encourager l'obéissance servile. Un exemple vraiment flagrant de médiocratie, c'est lorsqu'on demande aux ingénieurs de favoriser ce qu'on appelle la défaillance programmée ou aux designers l'obsolescence programmée. C'est-à-dire dire à quelqu'un qui travaille l'esthétique des objets, fabrique-moi quelque chose que les gens n'aimeront plus dans 6 mois. Ou dire à un ingénieur, fabrique-moi un objet, conçois un objet qui va briser dans 6 mois de façon à ce que le consommateur frustré s'empresse de le remplacer, si possible, auprès de moi. Et donc, au fond, la médiocratie, qu'est-ce que c'est? C'est rompre avec son autonomie intellectuelle, rompre avec ce qui correspond minimalement à une conscience morale pour imaginer ce que plus puissant que soi souhaite de soi pour le lui donner de façon à soi-même gravir certains échelons sociaux. Mais donc on nous maintient dans la médiocrité pour mieux nous exploiter, c'est ça? Pour mieux nous contrôler, pour mieux nous rendre opérationnels dans des structures qui échappent à tout contrôle public et démocratique. Et cela va de pair avec 2 autres concepts. Alors, la médiocratie, c'est une modalité, disons, qu'on peut aborder d'un point de vue sociologique, qui correspond à une théorie qui est celle de la gouvernance, qui elle-même renvoie à un enjeu politique qui est celui de l'extrême centre. Ces concepts-là vont ensemble. Et l'idée de la médiocratie, au fond, c'est de subordonner à une modalité d'agir des agents qui ne sont plus dans un univers qui répond de la politique, au sens où la politique consiste à réfléchir sur les principes qui régissent la vie en société, mais qui sont soumis à des logiques de gouvernance. La gouvernance étant la subordination de la politique à la gestion, ou, si vous voulez, le fait de hisser la gestion, ou rendre la politique au point où la gestion remplace la politique et où il s'agit plus que de gérer des différends, gérer des conflits, gérer des problèmes, mais sans qu'il n'y ait en cause un principe qui s'érige et qui soit ce au nom de quoi on gère. On finit par gérer le capital, gérer les opérations du capital et les organisations propres à ce régime, comme si ce régime-là ne posait jamais problème. Et c'est là où on entre dans un enjeu de type politique, qui est celui de l'extrême centre, où on présente comme étant abusivement pondéré, équilibré, normal, rationnel, raisonnable, pragmatique, des politiques qui devraient
faire l'objet de sanctions, faire l'objet de débats, faire l'objet de réflexions fondamentales, plutôt que d'être présenté comme devant être avalisé dans le cours ordinaire des choses. Mais Alain Deneau, est-ce que c'est pas une autre manière finalement de nommer les démons du capitalisme, de mettre d'autres mots, mais finalement sur un concept un peu ancien? Le capitalisme cherche à se faire oublier en passant pour naturel. Et c'est l'œuvre de l'idéologie. L'idéologie, quelle est-elle? Elle consiste en un discours d'intérêt déguisé en science. Les maîtres d'œuvre de l'idéologie sont les experts et, hélas, de plus en plus des universitaires qui, souvent financés par la grande industrie, par les institutions financières, par le capital, bref, organise la pensée, organise le savoir de façon à ce qu'il convienne aux attentes des plus puissants. On sait qu'aujourd'hui, dans les universités, les chercheurs, les professeurs deviennent des courtiers qui vendent des résultats de recherche à des clients que sont les bailleurs de fonds. Donc, on est pris dans un régime où, effectivement, il s'agit pour des acteurs médiocres qui comprennent qu'ils ont intérêt à se comporter de telle ou telle manière pour satisfaire les intérêts les puissances, les pouvoirs qui les embauchent, de produire un savoir qui soit adapté aux attentes de ceux-ci. Alors vous n'aimez pas du tout les experts, on le comprend bien. Mais j'apprécie beaucoup les intellectuels. Ah, c'est ça la différence. Parce que vous, on pourrait dire, vous êtes une forme d'expert. Quelle est la différence pour vous, expert et intellectuel? Au sens restreint, là, dans le contexte sociologique qui est le nôtre, et on peut se référer à Edward Said en la matière, est expert qui loue ses facultés intellectuelles à des pouvoirs qui l'embauchent. Ou qui se réfèrent à lui sur un mode monnayé. Platon aurait parlé des sophistes, c'est-à-dire ceux qui se font payer pour penser d'une certaine façon, bien sûr, en se réclamant d'une rigueur, ainsi de suite, mais c'est ce qu'on appelle mentir en respectant scrupuleusement les faits, c'est-à-dire trouver une façon de satisfaire plus puissant que soi, qui nous enjoint à nous comporter de telle ou telle manière pour de l'argent, pour des avantages sociaux, en s'en remettant à un certain nombre de considérations qui sauvent l'honneur. Vous avez l'impression aujourd'hui qu'on ne fait plus de politique, on ne parle plus, les idées politiques n'existent plus. En gros, on se fond dans cette médiocrité, puis il n'y a plus d'idées, on n'ose plus attaquer ou s'attaquer. C'est l'ère de l'extrême centre. Qu'est-ce que c'est que l'extrême centre? Ce n'est pas un endroit où on positionne le curseur sur l'axe politique gauche-droite. L'extrême centre procède d'une suppression de l'axe gauche-droite au profit d'un discours d'intérêt qui est présenté abusivement comme étant le seul valable. Et c'est en cela, notamment, qu'il est extrémiste. C'est-à-dire qu'on est extrémiste pas seulement quand on se positionne du point de vue des extrêmes de l'axe gauche-droite en politique, mais on est extrémiste d'une manière générale, moralement, quand on est intolérant à tout ce qui n'est pas soi. Et les tenants de l'extrême centre, on en a un qui est bien en vue en France ces jours-ci. Les tenants de l'extrême centre vont présenter leur positionnement politique comme relevant d'épithètes qui sont presque intimidantes. On va parler de rationalité, du fait d'être raisonnable, d'être pragmatique, d'être pondéré, d'être normal, d'être vrai, ainsi de suite. Donc on a l'oligarchie qui aussi possède les modalités d'accès à la parole publique le plus souvent, c'est-à-dire beaucoup de médias sont capables en quelque sorte d'étiqueter les discours qui relèvent ou non de l'extrême centre de façon soit à les avaliser ou soit à les exclure. Et vous aurez donc d'une part les acteurs de l'extrême centre qui sont pondérés, rationnels, raisonnables, pragmatiques et le reste, et vous aurez les autres qui passent pour populistes, paranoïaques, rêveurs et quoi encore. Et ces étiquettes sont continuellement en quelque sorte mobilisées pour inclure et exclure. En fonction de quoi? En fonction d'un programme qui est celui de l'extrême centre qui passe pour naturel, pour normal, pour incontestable et qui consiste à naturaliser les intérêts du capitalisme. Et quels sont ces éléments du programme de l'extrême centre? Ils sont récurrents dans tous les États ou dans toutes les instances où on le retrouve. Ce sera plus de dividendes pour les actionnaires, plus de bénéfices pour les entreprises, toujours autant d'accès aux paradis fiscaux, moins de droits pour les travailleuses et les travailleurs, moins de fonds pour les services publics. Si vous avez en tête
d'appliquer ce programme-là. Vous pouvez le jazzer comme vous voulez. Vous pouvez vous présenter comme un social-libéral, un centriste, un gaulliste social, ou un démocrate chrétien, ou un radical de gauche. Je veux dire, sortez toutes les étiquettes que vous voudrez. Seuls quelques exégètes fétichistes y verront des différences. En réalité, on est d'extrême centre. Et dès lors qu'on ne pactise pas avec ces tenants d'intérêt de ceux de la grande industrie ou de la haute finance, bon, là, vous passerez à ce moment-là pour rêveur, pour révolutionnaire, pour extrémiste, pour radical, pour fou, pour populiste et quoi encore.